Bonjour, aujourd'hui le mythe de l'Atlantide. Il y eut des tremblements de terre et des inondations extraordinaires. Et dans l'espace d'un seul jour et d'une seule nuit, l'île d'Atlantide, s'étant abîmée dans la mer, disparut. Platon. Ans d'histoire. En étant le premier à décrire l'Atlantide, Platon n'imaginait sans doute pas qu'il fabriquait un des mythes les plus fascinants de l'histoire. Depuis 2300 ans, il alimente les rêves des utopistes, les fantasmes de quelques charlatans, l'imagination d'une foule d'écrivains, de musiciens ou de cinéastes, et les travaux des scientifiques ou des historiens qui cherchent en vain où se trouve ce continent englouti. Est-il quelque part dans l'Atlantique, au-delà du détroit de Gibraltar, que les Grecs appelaient les colonnes d'Hercule? S'agit-il du mystérieux empire Mu, qui se trouverait au fond de l'océan Pacifique, ou du pays des Lémuriens qui aurait disparu dans l'océan Indien? L'Atlantide serait-elle au fond d'un volcan, comme le voulait Jules Verne, ou en plein cœur du Sahara, où l'avait trouvé le héros d'un roman de Pierre Benoît? On le voit, il y a autant d'Atlantide que de livres ou de films qui exploitent ce mythe imaginé par un philosophe grec il y a plus de 23 siècles. Vous avez le privilège de regarder une ville du continent perdu de l'Atlantide. C'est moi qui suis la reine de l'Atlantide et c'est moi qui décide qui doit... La puissance d'Atlantis. Situs insulae Atlantidis, amare olim absorpte. Pierre Carnac, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des sciences et des techniques à l'Université de Genève, ancien chargé de recherche au CNRS, autant dire que vous êtes quelqu'un de sérieux, et pourtant vous faites partie de ceux qui croient en l'existence de l'Atlantide. Bien sûr, parce que l'ancienne terre perdue a existé dans l'Atlantique, là où Platon l'avait placé, et aujourd'hui, des études d'océanographie, surtout de géologie sous-marine, sont capables de la justifier. D'ailleurs, c'est récemment un universitaire français d'Aix a trouvé déjà une île qui s'était perdue il y a 10-11 000 ans en face de Gibraltar immédiatement. Mais Pierre Carnac, vous allez évidemment me citer d'autres scientifiques, il y en a aussi qui le sont un petit peu moins. Il faut rappeler, vous le rappelez d'ailleurs dans votre livre, l'Atlantide, autopsie d'un mythe, qui a été publié aux éditions du Rocher, que parmi que 90% des gens qui ont entendu parler de l'Atlantide, parce qu'il y en a 25% qui ne connaissent même pas son existence, ou en tout cas Platon, 90% des gens n'y croient pas. Je vous avouerai franchement que j'en fais un peu partie d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses dans le domaine de l'histoire et surtout dans l'archéologie qui posent des problèmes et où il y a des controverses. En ce qui concerne l'Atlantide a été la victime, elle a été tuée par les Atlantes. Parce que certains auteurs ont supposé dans leurs livres, qu'il y a eu des Atlantes super civilisés, des Atlantes qui, par exemple, des livres parus dans notre siècle... Oui, quand vous dites tués par les Atlantes, ça veut dire que... la télévision, etc. Tués par les charlatans qui ont inventé, qui ont imaginé qu'ils étaient encore vivants quelque part. Un progrès technique extraordinaire. Or, un scientifique ne peut pas consentir à une telle malversation d'histoire, quand même. Alors, il y a quelqu'un comme vous, monsieur Colina-Girard, Jacques Colina-Girard, qui considère, lui, qu'elle se trouve aussi dans l'Atlantique, qu'elle se trouve au-delà du détroit de Gibraltar. Bref, vous êtes, comme lui, fidèle, on le voit, celui qui a été le premier à parler de l'Atlantide, à localiser l'Atlantide, à lui donner son nom, qui était Platon, dont Stéphanie Duncan a parcouru pour nous les 2 textes où il est question de l'Atlantide. La revue de texte de Stéphanie. Alors Platon, vous le savez peut-être, adore raconter des histoires, des mythes, du moins il les fait raconter par Socrate ou d'autres personnages. Alors parmi ces mythes, celui de l'Atlantide, évoqué longuement dans 2 textes, le Timée et le Critias. Alors dans ces dialogues, Critias rapporte une histoire très ancienne, rapportée par son grand-père, qui la tient de Solon, qui la tient lui-même d'un prêtre égyptien, donc c'est très très ancien. C'est un peu ça, oui. Alors, en tout cas, cette histoire vraie ou mythique rapporte l'existence d'un royaume en pleine mer d'Atlantique. Cette île, écrit Platon, était plus grande que la Libye et l'Asie réunies.
Or, dans cette île Atlantide, des rois avaient formé un empire grand et merveilleux. Mais il y eut des tremblements de terre et des cataclysmes, et dans l'espace d'un jour et d'une nuit terrible, l'île Atlantide s'abîma dans la mer et disparut. Alors, dans l'autre texte, le Critias, Platon nous donne un peu plus de détails sur l'Atlantide même. L'île, nous explique-t-il, a été mise en valeur par le dieu Poséidon, qu'il a ensuite divisé en 10 royaumes, ses 10 fils. Et c'est un véritable paradis où l'on trouve de tout, des métaux, du bois, des animaux, même des éléphants, essences aromatiques, fruits, céréales, etc. Toutes ces choses, écrit Platon, l'île sacrée, qui était alors sous le soleil, les produisait belles et merveilleuses en quantité illimitée. Puis Platon décrit longuement les constructions menées par les habitants de l'Atlantide, canaux, ports, enceintes circulaires, hippodromes, ainsi que l'acropole. Au milieu, écrit Platon, s'élevait le temple consacré à Poséidon. Tout l'extérieur était recouvert d'argent et d'or. À l'intérieur, le plafond était d'ivoire, mêlé d'or, d'argent et d'oricalque, ce qui donnait un air bariolé. Des statues en or s'y élevaient, celle de Poséidon debout sur son char, attelé de 6 chevaux ailés, et tout autour du dieu, il y avait des Néréides montés sur des dauphins au nombre de 100. Ça devait être assez beau. Une grande richesse donc, mais surtout, l'Atlantide est pour Platon un modèle de vertu politique. Parmi les lois les plus importantes, écrit Platon, les rois ne devaient jamais prendre les armes les uns contre les autres. Ils devaient s'apporter une aide mutuelle, délibérer en commun. Pendant de nombreuses générations, les rois restèrent dociles à la voix de leurs lois, dédaignant toute chose à l'exception de la vertu. Bon, cet idéal platonicien, c'était trop beau pour durer. En effet, poursuit Platon, quand la part divine vint à s'étioler en eux, ces rois tombèrent dans l'indécence. Le dieu des dieux, Zeus, voulut alors les punir. Il réunit à cet effet tous les dieux et dit, vous ne le saurez pas parce que le texte de Platon s'arrête là, donc c'est inachevé. Et Pierre Carnat, est-ce que vous avez une idée de ce que Zeus aurait dit aux dieux? Parce que c'est vrai que c'est inachevé, c'est peut-être ces 3 petits points qui terminent le texte de Platon qui font tout le mystère de l'Atlantide. Tout ce que Zeus a pu dire, certainement devait sortir de l'imagination de Platon. Parce que Platon, en prenant ce mythe comme objet de son étude, de sa diffusion, il a pensé aussi donner aux Grecs une leçon de civisme, une leçon d'histoire, de comportement dans l'histoire. Donc c'était l'Atlantide exemple. Bien sûr que c'était une chose réelle, du point de vue des buts de Platon, mais il ne faut pas oublier non plus que Platon n'est pas le premier qui a parlé de l'Atlantide, parce que les premiers sont les textes égyptiens. J'ai parlé dans mon livre des textes du livre des morts, où on a parlé du passage entre les 2 cornes, sur la route qui va de l'Occident vers l'Orient, c'est-à-dire vers l'Égypte, etc., etc. Aujourd'hui, on sait bien qu'il y a eu des informations qui ont été par la suite retravaillées par l'oncle de Platon, le grand-oncle de Platon, Solon, et par la suite par Platon même. Alors selon vous, Pierre Carnac, la définition de Platon est réaliste. L'Atlantide aurait existé, il y croyait lui-même, alors que pour Pierre Vidal-Naquet, qui est un des plus grands historiens de l'Antiquité, eh bien le texte de Platon, c'était une allégorie. On écoute Pierre Vidal-Naquet au micro d'Isabelle Le Tissier pour France Inter. C'est un mythe qui a des fins politiques très précises. Platon est un ennemi juré de la démocratie athénienne. Alors, ce qui caractérisait la démocratie athénienne, c'est que c'est une démocratie impériale, si vous voulez, un peu comme les États-Unis aujourd'hui, s'appuyant sur un pouvoir maritime. Pouvoir qui vient de s'effondrer justement au moment où Platon écrit le Timée et le Critias. Par conséquent, tout ce qui est maritime est mauvais. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que cette civilisation atlante, qui est une civilisation effectivement luxueuse, les innombrables auteurs de légendes sur l'Atlantide ne semblent pas s'être rendus compte que le jugement de Platon sur l'Atlantide est un jugement entièrement négatif. Alors vous me direz peut-être, les Athéniens aussi sont coulés, oui, mais Athènes subsiste, tandis que de l'Atlantide, il ne reste strictement rien. Il ne reste rien parce que les dieux l'ont châtiée en la faisant disparaître, définitivement. Alors Pierre Carnac, là on vient d'entendre Pierre Vidal-Naquet, pour lui l'Atlantide n'aurait pas existé, Platon l'aurait utilisé au fond comme une espèce de symbole du déclin de la ville d'Athènes et pas comme une réalité. En tant que philosophe
et comme même historien de temps passé, je dirais, d'une certaine façon, Vidal-Naquet a raison. Bah, historien très présent, hein, historien de l'Antiquité, oui. Mais, il prend son départ après que l'île est sombrée. Parce que les Atlantes, c'est une question d'histoire, l'Atlantide est une question de géologie. Et alors là, les philosophes et les historiens doivent être en réserve vis-à-vis des découvertes des océanographes, des spécialistes en géologie marine surtout. Et il y a toute une école avec des noms très importants qui parlent de transgression, qui parlent d'effondrement sur la verticale, qui se sont produits à un certain moment dans l'océan et qui peuvent justifier l'existence de l'île, là d'ailleurs où Colin Girard a trouvé un archipel. En tout cas, Vidal-Naquet fait partie des sceptiques, on l'aura compris. Pendant des siècles, on n'a plus parlé, après Platon, on a très peu parlé de l'Atlantide, Pierre Carnac, et puis elle réapparaît au moment de la Renaissance. Je crois que c'est les grandes découvertes qui font qu'on a, en quelque sorte, retrouvé l'Atlantide ou le mythe de l'Atlantide. Le mythe de l'Atlantide la Renaissance. Procède d'une certaine de sympathie psychique qu'on a pour les choses perdues. Pour le progrès perdu, pour l'île perdue, pour la parole perdue. Il y a tant de légendes sur des univers extraordinaires, l'âge d'or des Grecs perdus. Et alors on rêve. Cela fait que l'Atlantide a été très attrayante pour tous les esprits, et surtout pour les esprits cultivés. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un mythe qui s'adresse aux gens cultivés du monde entier. Et que le moment où, après la fin de l'Empire romain et jusqu'au redébut de l'essor sur la civilisation du livre, après le Moyen-Âge, on n'en a pas parlé. Pourquoi? Parce que les gens étaient totalement préoccupés par la question de religion. Or là, il y a aussi une autre chose. Il y a Dieu, la vertu, la punition. Le mécanisme péché-punition qui fonctionne aussi avec le mécanisme du passé qui est extraordinaire. Enfin bref, vous rappelez qu'on reparle de l'Atlantide après les grandes découvertes, après que Christophe Colomb ait découvert cette Atlantide, entre guillemets, qui est l'Amérique. Et puis on en parle aussi sous forme d'utopie. L'Atlantide est aussi un symbole pour des écrivains du XVIe ou du XVIIe siècle, pour Thomas More qui écrit Utopie, pour le philosophe anglais Francis Bacon qui parle de Nouvelle Atlantide. Là encore, ce sont des Atlantides imaginées, des sociétés idéales, Pierre Carnac. Oui, et c'est aussi un appel psychique à l'attention de l'âme humaine, de l'altérité. Et ça, c'est Vidal-Naquet qui l'a très bien expliqué. Ça veut dire c'est l'autre. En tout cas, il y a des tas de gens qui ensuite vont aller chercher l'endroit où se trouve l'Atlantide et qui y croient. 10 000 ouvrages, 61 localisations. Vous parlez de, effectivement, 67 hypothèses, donc. Et 10 000 ouvrages depuis 1500. 67 hypothèses, dont cette hypothèse assez extravagante d'un célèbre roman, d'un célèbre roman de Pierre Benoît, l'Atlantide, dont la reine s'appelait Antinéa et se trouvait en plein Sahara. Antinéa, l'orcholie que je ne connais pas, loin ou là-bas, qui es-tu, femme du mystère, vois mon cœur là, de poursuivre enfin ta chimère, l'or tout bas de l'Antinéa. J'ai voulu découvrir ce rivage de plaisir, et j'ai fait parcourant le monde, voir la ronde, brune et blonde. Pourtant mon cœur n'est pas satisfait, car il ne sait pas ton secret. Oh, Tinéa, l'orcholie que je ne connais pas. France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui l'Atlantide. Et c'était une vieille chanson de Jeski Antinéa, la reine de l'Atlantide que Pierre Benoît situait au cœur du Sahara, comme Jules Verne, lui, imaginait qu'elle se trouvait au fond d'un volcan. On écoute un extrait de son voyage au centre de la Terre. C'est la cité engloutie. Après plus de 5000 ans, les hommes contemplent un fragment de l'Atlantide disparu. Tout ce que nous en savons, nous l'avons appris des Grecs. Le fond de la mer s'était ouvert et avait englouti toute l'île de l'Atlantide.
Madame? Ja? Weißt du, Warden is een mystery. Ils demandent si ceci est un temple à leur dieu. Oui, j'en suis certain. Ja, d'abord. C'est une sorte de pierre d'autel où brûlait une flamme sacrée. C'est de l'ophite, n'est-ce pas? Exactement. Un bloc massif d'asbeste. Et dire que dans un moment pareil, je n'ai ni papier ni crayon pour noter tout ça. Alors c'était Voyage au centre de la Terre, Jules Verne, Pierre Benoît, tous les deux situent l'Atlantide sur Terre ou sous Terre, mais les hypothèses les plus sérieuses, disons, hein, ce sont quand même, je voudrais qu'on les évoque parce que vous les mentionnez presque toutes dans votre livre, Pierre Carnac, on ne va pas toutes les faire. Oui. Un professeur bruxellois, M. Mesdag, dans les années 30, fixait l'endroit de l'Atlantide à l'île de France. Ah bon? Et pour Courcelles-Seneuil, un oui. autre atlantobane français, c'est l'Auvergne qui était l'Atlantide. Bon, alors, cela dit, les hypothèses les plus répandues, sinon les plus sérieuses, vous les citez toutes, il y en a plusieurs dont on a beaucoup parlé. Par exemple, il y a un continent qui s'appelait Mu, qui se trouvait dans le Pacifique, Pierre Carnac. C'est l'invention d'un soi-disant colonel anglais qui était théosophe et qui a eu l'astuce de fabriquer une Atlantide post-atlantidienne et en même temps avant l'Atlantide. Ah bon? C'est-à-dire une Atlantide dont l'Atlantide réelle était une dérivation ultérieure. Et un continent qui s'est perdu, il a tout fabriqué ça selon des textes hindous qui n'existaient pas, selon des textes qu'il dit avoir vus dans des bibliothèques et il n'a jamais été dans ces bibliothèques-là, etc., etc. Mais son idée a pris parce qu'effectivement, il y a eu avant lui un Français, le président du tribunal de Chandernagore, qui s'appelait Jacques Olliot, et qui avait cru dans l'existence d'un continent appelé Rutas, qu'il avait placé d'abord dans l'océan Indien. Et par la suite, Wallace et d'autres l'ont placé en Mélanésie, et c'est M. Churchill qui a pris la chose. Oui, en fait, on exploite politiquement l'Atlantide, on a intérêt, chacun veut avoir son Atlantide, Pierre Carnac. Quand vous dites l'océan Indien, il y a aussi un autre continent, on a parlé des Lémuriens, je crois, la Lémurie, hein, qui a été inventée par un Anglais, Philip Slater, qui le plaçait justement dans l'océan Indien, parce qu'on trouvait ces petits Lémuriens qui étaient, je crois, des petits animaux, aussi bien à Madagascar qu'en Indonésie, c'est ça? Ce sont des primates. Des primates, oui. Et on a pensé même que le début de l'humanité, le fameux chaînon manquant, avait sombré avec la Lémurie. Oui. Bon. Tout ça, c'est des hypothèses, ça est resté. Il y a aussi, alors, des Atlantiques dans le Grand Nord, ça peut paraître assez surprenant. Il y a Heligoland, d'un homme que vous considérez comme très sérieux, Jürgen Schmidt, hein, qui était allemand. Là, il faut dire qu'il y a eu deux Atlantides, c'est dire sérieuses. Une Atlantide fixée dans l'île de Heligoland, et une Atlantide fixée en Espagne, près de Cadiz. Donc c'est le travail de Schulten, entre autres, qui sont je dirais, des archéologues bien formés, des gens sérieux, et qui ont eu le mérite de trouver quelque chose sur place. Sauf que ils ont, dirais-je, rapproché ce qu'ils ont trouvé de l'hypothèse atlantidienne, ce qui est faux. Et puis il y a les hyperboréens aussi, Pierre Carnac. Alors c'est quoi ça? C'est sous l'Arctique, hein, c'est sous la calotte glaciaire, carrément. On est loin de Platon, là, et de la Grèce. C'est le mérite d'un astronome français, Bailly, qui, en étudiant les tableaux d'ordre sur les étoiles, d'ordre astronomique des Indiens, il a constaté que ces tableaux-là avaient été construits sur la base des mesures prises beaucoup plus au nord que l'Inde. Donc, c'était l'idée d'une population qui, à un certain moment, a migré vers le sud. Et cela a lancé l'hypothèse des hyperboréens, qui a fait aussi sa carrière dans l'atlantologie. Et malheureusement, c'est une hypothèse qui a échoué finalement dans je dirais, dans l'escarcelle des dogmes hitlériens. Et avec Urbiger et autres... Justement, c'est une théorie qui a été reprise par tous ceux qui se sont servis de l'Atlantide pour justifier des idéologies nauséabondes. Allons, Aitken. Laisse ton esprit se joindre à nos esprits dans notre quête de la grandeur, au service de la puissance d'Atlantis. Aitken, ton esprit, au service d'Atlantis, peut contribuer à la plus grande découverte de la science du XXe siècle. L'énergie nucléaire. L'énergie qui nous permettra de briser les chaînes qui nous attachent à cette misérable planète. L'énergie qui nous ramènera dans les étoiles dont nous sommes issus.
C'est extrait d'un film de science-fiction. On voit qu'il y a une allusion très nette au nazisme. Pierre Carnac, c'est vrai que le nazisme s'est emparé du mythe de l'Atlantide, que Hitler, dites-vous, y croyait, et il y croyait. Voilà, et il y croyait grâce à un philosophe qu'on a un petit peu oublié, je ne sais pas s'il était philosophe ou pas, qui s'appelait Orbiger. Oui. C'était un spécialiste en robinet, oui, qui, avec un robinet de machine à vapeur, il avait bien gagné sa vie. Et alors, ayant l'argent nécessaire, il s'est transformé dans une sorte de donneur de leçons. Mais il le prenait très au sérieux. Hitler l'appelait le Copernic allemand. Hein. C'est étonnant, ça. Et Hitler a voulu lui faire, pour lui, construire une sorte de grande tour astronomique sur les rives du Danube. Ah bon. De cet observatoire, il devait voir sa théorie. D'ailleurs, il faut savoir que sa théorie était celle de la Terre creuse, entre autres aussi, avec la théorie de la glaciation universelle. C'est quoi ça, la Terre creuse? Mais ça veut dire que la Terre est creuse et qu'à un certain moment, en voyant un rayon, on peut photographier d'Allemagne, dans certaines conditions, la flotte anglaise qui était à Scapa-Flow parce que tout est en dessous de la Terre. C'est-à-dire, pas en dehors, mais à l'intérieur de ce trou énorme. Ouais. Mais les Herbigeriens ont fait leur cette théorie, qui n'était pas proprement dite celle de Herbiger. Pour Herbiger, c'était la glaciation universelle. Ça veut dire qu'au début, il y a un super soleil qui un jour, il a attrapé en pleine figure un super bloc de glace qui voyage encore. Bien sûr que la vapeur, Herbiger était spécialiste en vapeur d'eau, en chaudière. Alors c'est l'explosion. Et bien sûr, il y a eu 30 planètes dans la famille du Soleil qui sont autant de blocs de glace recouverts de sable, recouverts de terre, etc., les planètes. Et l'Atlantide là-dedans? Et l'Atlantide là-dedans, c'est que sur la Terre, qui est une de ces planètes-là, de temps en temps, il y a des lunes qui tombent. Oui. Alors, dès que la lune tombe, la Terre s'affaisse, il y a la catastrophe, donc l'Atlantide a été victime d'une de ces lunes. Donc, à chaque lune, son Atlantide. Alors, et il y a eu seulement 5 endroits du globe qui sont restés à dehors, dont le Tibet, qui était si cher aux hitlériens. Et écoutez, on ne va pas faire de la publicité plus longtemps pour Orbiger, on a compris que c'était un peu farfelu. Cela dit, vous parlez d'une catastrophe, c'est l'hypothèse que retiennent tous les gens qui croient en l'existence de l'Atlantide, au passé ou présente encore, vous-même, Pierre Carnac, de même d'ailleurs que Cousteau, qui voyait l'Atlantide à Santorin, c'est-à-dire dans cette île qui a explosé, l'île de la mer Égée qui a explosé il y a 15 siècles, je crois, avant Jésus-Christ. 15 siècles avant. Vous y croyez quand même, vous, à l'Atlantide, pas celle évidemment de Herbiger, mais vous dites qu'elle existerait, mais qu'il n'y a pas de preuve quand même. Et scientifiquement on peut le démontrer, l'existence d'une terre perdue qui se situe en Atlantique. En ce qui concerne les Atlantes ne pouvaient pas être plus évolués que nos ancêtres d'il y a 20 000 ans. Ça veut dire que c'était des gens comparés maximum aux Solutréens ou aux Ignaciens. Ah bon? Oui. Donc, on ne peut pas parler d'une civilisation atlante. Or, le mal il n'y a pas de preuves concrètes de tout ça, Pierre Carnac. Oui, j'ai bien exposé ces choses, d'autant plus qu'il y a eu quelque chose qui a fait beaucoup de mal à la crédibilité d'une Atlantide géologique. C'est le fameux prophète américain Edgar Cayce, pour lequel, dans ses visions, il a vu des Atlantes super civilisés qui avaient même l'énergie nucléaire. Cayce est mort avant les années 50, donc à l'époque on connaissait déjà l'énergie nucléaire. Et l'hypothèse de Cousteau, parce que Cousteau quand même se fonde sur une histoire vraie, qui est l'explosion de l'île de Santorin, qui est devenue un gigantesque cratère, explosion qui aurait entraîné la disparition d'une civilisation qui, elle, a existé, la civilisation minoenne en Crète. Il y a eu un raz-de-marée gigantesque qui aurait balayé tout ça. Aujourd'hui, on sait que le raz-de-marée a été plus petit qu'on ne le pense, et c'est pas vrai. L'explosion n'a pas eu lieu, l'explosion de Santorin, vers 1500. Elle a eu lieu vers 1650. Oui, donc il y a une différence. Maintenant, on a les pics d'acidité des blocs de glace du Canada et du Labrador ont démontré cette chose-là. Mais c'est une chose absolument nouvelle. Et donc, de ce point de vue, on sait pertinemment que la catastrophe, qui a été une catastrophe locale,
mais qui n'a pas entamé pas même les îles autour de Santorin, ne pouvait pas détruire la Crète. En 2 mots, Pierre Carnat, pourquoi ne pas laisser l'Atlantide où elle se trouve peut-être? Il y a tout simplement dans nos têtes ce besoin, vous le disiez, de s'évader, de retrouver au fond un paradis perdu. C'est peut-être ça, la véritable Atlantide. En tout cas, moi, je le pense. Dans le fond, comme le dit un chercheur américain, Juan Hobinger, chercheur philosophe et en même temps historien, l'Atlantide existe en chacun d'entre nous. Et nous voulons la découvrir d'une certaine façon. C'est cette Atlantide psychique qui nous a porté à avoir de la sympathie pour l'Atlantide réelle, tout en fabriquant des Atlantes qui n'ont jamais existé, mais profitons de l'occasion qu'il y a une terre perdue, voilà. Merci Pierre Carnac. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de l'Atlantide, autopsie d'un mythe, publié aux éditions du Rocher. Vous avez pu entendre un extrait du documentaire de Renan Paulès, Il était une fois l'Atlantide, une coproduction Téléimages Canal+, diffusée sur la 5e, et un extrait du film adapté du roman de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre de Henri Levin, distribué par Fox Vidéo. Vous pouvez, vous le savez, retrouver ces renseignements et une bibliographie plus complète en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes la minute, ou nous contacter sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Dimitri Gronoff et Célia Dufour. Documentation, Virginie Bloch-Léné et Claire Tesser. Revue de texte, Stéphanie Duncan. Une réalisation de Anne Kobilac. Une émission de Patrice Gélinet.